Concerno, une anti-enquête. Épisode 90. Deuxième partie. Moi, j'ai passé la semaine dernière, une bonne partie de la semaine dernière, avec Christine Berger, l'ethnologue qui a travaillé sur le spiritisme. Elle dit très clairement, ce que moi je ne dirais pas, mais elle dit clairement, je ne crois pas à la vie après la mort, mais je sais qu'il se passe des choses qui ont ce faux semblant d'une vie après la mort, parce qu'il y a des gens qui savent capter des choses que d'autres ne captent pas, et qui brouillent complètement les frontières temporelles et spatiales, ou les frontières de ce qu'on appelle un cerveau. Je veux dire qui brouille l'idée même que nous avons un cerveau enfermé dans une boîte crânienne. Voilà, et ça devient intéressant. Alors, Christine Berger prend le pli de dire « je ne crois pas à la vie après la mort ». Et elle a probablement raison, parce que ça lui permet de prendre plus de liberté pour explorer tous ces phénomènes sans être obligé de choisir et sans être tout de suite dans des hypothèses qui sont peut-être des hypothèses qui sont moins intéressantes. Les hypothèses de la vie après la mort sont, à mon sens, moins intéressantes que l'hypothèse de savoir qu'on perçoit peut-être que certaines personnes perçoivent des choses qui brouillent les temporalités, qui brouillent les espaces, qui brouillent la notion d'individualité. Et ça, c'est quand même intéressant. Et donc, par rapport à votre visite ici, il y avait une certaine logique, c'est que vous saviez que je travaillais sur les morts, que vous savez peut-être pas, mais pour moi, le travaux, par exemple, des médecins légistes est quelque chose d'extrêmement intéressant, notamment dans la mesure où, à partir de quelques indices de cadavres, parfois il reste un os, parfois il reste un corps, mais voilà, il va falloir reconstruire un morceau de vie, soit toute la vie d'une personne pour essayer de savoir qui elle est, les dents, qu'est-ce que c'est ça, soit les dernières heures de la vie de la personne, et pas seulement pour découvrir son criminel. Je suis persuadée que c'est pas seulement pour découvrir son criminel. Je pense qu'il y a aussi un besoin de savoir, mais qu'est-ce qu'elle a vécu. Je vais dire, j'ai le sentiment, mais je me trompe peut-être, qu'il y a aussi une volonté de réapproprier à la personne ses dernières heures, que sa biographie soit complète. On sait bien que les biographies ne sont jamais complètes, mais j'ai l'impression on est tellement inquiet pour les dernières heures d'une personne, qu'est-ce qu'il a vécu. Vous savez, je ne sais pas si on vous a déjà annoncé des morts d'amis ou quelque chose comme ça. Moi, je me souviens que la dernière personne qui est décédée dans ma vie, c'était il n'y a pas très longtemps, c'est un ami qui est mort brutalement d'une crise cardiaque, alors qu'il devait venir dîner chez moi ce soir-là. Donc c'est en se préparant pour rejoindre les amis et moi, on avait organisé quelque chose ici. Et il n'est jamais venu et on s'est affolé évidemment parce qu'on ne comprenait pas pourquoi il n'arrivait pas, il ne répondait pas. Donc on pensait qu'il s'était endormi. Ben oui, c'était en quelque sorte le cas, mais en plus grave. Mais je vais dire, moi j'étais touchée par le fait que je voulais savoir ce qu'il avait fait les dernières heures. Et que par exemple la police qui l'a trouvé nous a raconté à sa compagne qu'il était en train de se raser et qu'il n'a pas vu venir. Et je sais que sa compagne a probablement, parce qu'elle a regardé un peu l'appartement et tout, elle a regardé et c'était quel type de vin qu'il allait amener, et c'était parce qu'il manque un petit morceau de la vie, et c'est le moment important. Qu'est-ce qu'il a fait, et le nombre de gens, quand on a dû annoncer la mort de cet ami, j'ai dû le faire au téléphone, et beaucoup de gens me disaient « Oh, je l'ai encore vu avant-hier et je me souviens que… » Et je me suis dit, c'est étonnant, je n'avais pas réfléchi à ça quand j'avais écrit le livre sur les morts, parce que je ne m'étais pas beaucoup intéressée à l'annonce. Et là, l'histoire de l'annonce, ce qui se dit à l'annonce d'une mort, dit quand même quelque chose, ce qui s'échange, comme si un morceau de biographie manquait, et qu'il fallait cette dernière pièce de puzzle devenait plus importante que les autres. Et je me dis peut-être que c'est ça aussi que vous faites, c'est peut-être ça, c'est que vous faites avec votre épreuve, puisque les énigmes, ce sont des épreuves, c'est de chercher pour ces gens, des derniers morceaux biographiques, rétroactivement, peut-être redonner des derniers morceaux biographiques avant de pouvoir dire maintenant on clôt. Voilà, la personne est morte, mais on savait qui elle était et on sait comment c'est arrivé. Parce que c'est pas très important que ce soit Thierry Paulin ou machin chouette. Par contre, savoir que cette personne, c'est ça qui lui est arrivé et que c'était pour cette raison qu'elle est morte et que c'est pas son petit-fils qui en voulait son argent, etc. C'est important parce que je crois que ce besoin de savoir est une espèce de besoin de pouvoir clôturer. Enfin, je sais pas, intuitivement, je dis de clôturer une histoire de manière propre.
Donc cette dame, la victime de la rue de la Fontaine-au-Roi, s'appelait Hélène Rose. Effectivement, j'essaie de savoir quels ont été ces derniers instants et de résoudre cette énigme, de savoir qui l'a tué peut-être et comment et pourquoi. Mais aussi, j'ai commencé à reconstituer sa vie, sa biographie. Donc il y a des auditeurs qui m'ont aidé. Et j'ai été contacté par sa petite fille. Alors moi, l'histoire que je me suis racontée, c'est que... Elle vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, moi, ça me permet de raconter beaucoup d'histoires, en fait. Cette soirée du réveillon a eu beaucoup de conséquences narratives, en fait. Donc je me suis raconté que c'était soit la victime qui était venue me chercher par l'intermédiaire d'Irène et Mirail pour parler d'elle, ou pour que je parle d'elle. Donc, soit que je résolve l'énigme de sa mort, soit pour que je raconte qui elle était, quelle femme elle était. Et soit c'est le tueur, parce qu'il est aussi question de la présence du tueur dans cette chambre, qui, je ne sais pas pour quelle raison, pour soulager sa conscience, ou est venu aussi à moi. Enfin, voilà ce que je me dis, mais c'est pas très loin de ce que vous étiez en train de dire, en fait. Alors, il y a déjà 3 SWAT et on va en ajouter parce que tout le monde en fait un mystère et pas une énigme. Il y a SWAT, donc en effet, vous venez d'épeler les différentes possibilités les plus immédiates par les personnes les plus concernées. Mais on peut aussi dire aussi que d'une certaine manière, il y a quelque chose de tellement inachevé dans la vie de cette dame, notamment une vie inachevée dans la mesure d'abord où elle s'est achevée trop tôt. Quand on se fait assassiner, normalement, même si on est âgé, il y a un inachèvement. Il y a quelque chose de tellement inachevé aussi, puisqu'il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas sur cette fin, on ne sait pas comment ça s'est passé, et que repose à présent sur les héritiers cette espèce de trou dans l'existence, il y a un trou dans le réel. Et peut-être que le réel lui-même impose par moments que les trous sont des grands attracteurs. Vous savez que quand Patrick William, qui est décédé maintenant, qui était un merveilleux anthropologue des Manouches, disait que, par exemple, on ne peut pas prononcer le nom d'un manouche une fois qu'il est décédé pendant quelque temps. Là, c'est une marque de respect. Mais on considère aussi que, par exemple, chez les aborigènes, il y a des pratiques qui sont semblables. On ne peut pas prononcer le nom et on ne peut pas faire circuler les photos, je pense, si mes souvenirs sont bons. Bref. Et en fait, en faisant ça, on crée un trou dans le réel. Et un trou dans le réel n'est en aucun cas une stratégie d'oubli. Au contraire, c'est un attracteur puissant pour de la remémoration. Si je vous fais un trou au milieu de la chambre et je vous dis on va sortir puis on va rentrer, écoutez, on va transporter des chaises dans cette chambre, ce trou, croyez-moi, on va en parler tout le temps. Enfin, n'oublie pas, faire attention au trou. Un trou dans le réel, c'est un puissant attracteur de mémoire parce qu'il est tout le temps en train de rappeler qu'il y avait quelque chose là qui n'est plus là. Et donc, c'est pas du tout une stratégie d'oubli, c'est ça qui est intéressant. Ne plus dire le nom, c'est pas dire on va l'oublier, c'est dire il va être là sur un certain mode. C'est d'une puissance incroyable, c'est d'une inventivité incroyable. Et je me dis, mais tiens, ce que vous faites comme travail, c'est acter qu'il y a un trou dans le réel. Et c'est ça qui m'intéresse. Vous actez qu'il y a un trou dans le réel, et donc c'est ce trou qui vous a attrapé, d'une certaine manière, et ce trou qui a dû marquer Mirail et Reine aussi. Je vais dire, il y a un surplus de présence chez eux. Alors, c'est intéressant, ça. Il y a un surplus de présence qui commence à se manifester, et puis ils cherchent, et puis ils découvrent que ce surplus de présence correspond à quelque chose de dramatique. Et vous allez traduire ce surplus de présence en un manque dans le réel. Il y a quelque chose qui manque. S'il y a trop de présence, c'est qu'il y a quelque chose qui a manqué quelque part. Et donc, plutôt que d'interroger le surplus de présence, vous allez partir à la recherche du manque. Et je pense que votre enquête, en rhizome, c'est-à-dire vous suivez un chat blanc vers une chienne blanche, en vous disant c'est peut-être ça qui m'a guidé, je n'en sais rien, mais c'est peut-être ça qui m'a guidé. C'est peut-être le signe d'appel du chat blanc vers la chienne blanche, enfin du fait qu'ils portent les mêmes noms. C'est peut-être je vais aller voir une telle, je vais aller voir un tel, je vais aller voir sa petite fille, etc. Ben, c'est le type d'enquête qu'on fait quand en effet il y a un trou et qu'on va essayer de voir, tiens, mais comment est-ce qu'on va retisser, on ne va pas le remplir le trou, mais on va retisser quelque chose dessus qui serait de l'ordre d'une nappe, d'un tissu qui permettra de nouveau, en sachant qu'il y a quelque chose qui manque en dessous, mais qui permet de nouveau de recomposer avec un réel qui devient praticable, c'est-à-dire sur lequel on peut marcher et dont on sait qu'en effet, ce tissu indique qu'il y a eu à un moment donné un trou dans le réel, mais on a commencé à le combler avec des mots, avec des histoires, etc.
évidemment, le jour du réveillon, j'avais pas mon micro avec moi, mais je suis retourné une semaine après pour interviewer Irène et Mireille pour qu'ils me racontent cette histoire. Et je l'ai diffusée dans l'épisode 84 de mon podcast. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça incroyable, à la fois l'histoire des présences et aussi le fait que je tombe dessus. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont dit ou alors là, en fait, l'histoire de fantômes, c'est pas possible. Ils ont dit, par exemple, vous n'avez pas peur de vous décrédibiliser en parlant de fantômes dans votre enquête, des choses comme ça. Voilà, ça, je voulais vous en parler, vous demander votre avis là-dessus. Pourquoi et que faire de ces gens qui disent non, moi, je crois pas aux fantômes. Alors, il faut reprendre la phrase d'abord d'Emmanuel Berle, qui est quand même magnifique. Je ne crois pas aux fantômes, mais je doute aussi que mon imagination suffise à les inventer. Ne deviens pas fantôme qui veut. Ceci me semble indéniable. Alors là, Berle, il fait quelque chose de très beau. Il dit une chose et son contraire. Et il dit exactement les positions d'incertitude dans lesquelles on est. Il dit à la fois, moi je ne crois pas aux fantômes, mais d'une certaine manière, j'ai pas assez d'imagination pour inventer un truc pareil. Et en plus, il ajoute, et ne deviens pas fantôme qui veut. Ce qui veut dire que là, il est en train de dire, d'un côté, tout est tributaire de ma subjectivité, sauf que ma subjectivité ne serait pas suffisante pour compléter le réel sur ce mode-là. Et en plus, eux-mêmes ont leur mot à dire. Et donc, il fait un déplacement de ce qu'on appelle l'agentivité ou la puissance d'agir. Et ça, c'est très, très intéressant. Alors, que les gens n'aient pas envie, trouvent que vous allez vous décrédibiliser en parlant de fantômes. Tu sais que c'est dur à dire, ça, nom de Dieu. Il y a un argument que je n'utiliserai pas, c'est de dire que les gens ont peur. Dire que les gens ont peur des fantômes et que c'est pour ça qu'ils pensent que vous allez les décrédibiliser, ça n'a aucun intérêt. Et ce serait d'autant plus intéressant que s'ils ont peur des fantômes, à ce moment-là, c'est pas que ça va tous décrédibiliser, ça veut dire qu'ils y croiraient et que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Il me semble qu'il y a peut-être quelque chose qui est problématique avec le mot fantôme, c'est que nous ne sommes plus dans une culture capable de fabriquer des fantômes. Alors je veux dire par là que ce sont des êtres rares, les fantômes, dans notre culture. Ils existaient encore, ça c'est Grégory de Laplace qui pourrait bien vous aider, ils existaient encore au 19e quand il y avait une société de recherche psychiste. Ils existaient encore en Angleterre, mais ça demande quand même pas mal de conditions d'organisation de fabriquer du fantôme. Ça demande de savoir y faire. Si on prend la définition que Grégory de Laplace donne du fantôme, je crois qu'il est inspiré par Jacques Rancière, c'est le signe d'un passé qui ne passe pas. Ben voilà, c'est dans cette chambre, ce surplus de présence indiquait le signe d'un passé qui ne passe pas. Donc, cette présence a émergé chez des gens, d'une certaine manière, qui sont sensibles au fait que des passés ne puissent pas passer. Et là, peut-être que là, j'irai les interroger sur leur sensibilité particulière à l'idée que des passés pourraient ne pas passer. Tiens, quel est le rapport de Irène à la littérature? Quel type de littérature? Qu'est-ce qu'elle ferait de cette idée que dans la littérature a aussi un travail à effectuer par rapport au fait qu'il y a des passés qui ne passent pas? Est-ce que ça la touche particulièrement? Peut-être que c'est ça qui l'a certainement rendue sensible à ce type de présence que d'autres n'auraient pas senti, etc. Vous voyez, c'est comme ça que je mènerai l'enquête, et à ce moment-là, c'est plus du tout décrédibilisant. C'est pas du tout dire que Irène voit des fantômes ou invente des fantômes, c'est dire que Irène, pour des raisons de talent particulier, d'intérêt particulier, ou Mireille, pour des raisons de talent particulier, ou leur chat, pour des raisons de talent particulier, sont capables de faire sentir des choses que normalement on ne sent pas, parce qu'ils sont disponibles à certaines problématiques, à certaines questions, qui seraient peut-être des problématiques liées au fait qu'il y a des passés qui ne passent pas. Voilà. Super, très bien. Je vais suivre votre conseil. Oui, je savais que j'allais vous lancer une piste. Je vais retourner chez eux. Très bien, super. Et puis qu'est-ce qu'il disait encore, Grégory, à propos des fantômes qui m'avaient tant intrigué, tant intéressé? Ce sont des êtres en attente de qualification. Voilà, peut-être que c'est là où les gens pensent que c'est décrédibilisant de parler de fantômes. C'est parce qu'ils considèrent que la qualification a déjà été opérée. Alors qu'en fait, non, un fantôme, et ça c'est la merveille de produits poétiques et des concepts tellement dodus. Voilà, c'est ça, les concepts de Grégory sont des concepts dodus parce qu'ils sont pleins de vie, pleins de connexion avec autre chose. Et ça, le fait de dire qu'un fantôme, c'est un être en attente de qualification, on ne sait pas. On peut dire ça ressemble à, mais je ne sais pas.
On peut faire comme si, mais ça c'est Grégory qui vous expliquera ça très bien, beaucoup mieux que moi. Mais je pense que le fait que ce soit des êtres en attente de qualification, eh bien, si une personne à qui vous dites il y a des phénomènes ou il y a un fantôme, etc., la personne n'a pas entendu être en attente de qualification, il a entendu que vous l'aviez déjà qualifié, et ça c'était... Il a compris que vous aviez été trop vite. D'accord. Donc je pense que si c'est la deuxième piste que je vous donnerai. Si on parle de fantôme, il faut rappeler de quoi il s'agit. C'est un être en attente de qualification. Et peut-être que le terme fantôme est déjà trop avancé, même s'il ne l'est pas du tout, mais est peut-être entendu comme présence bien actuelle, bien présente, avec certaines caractéristiques que la culture populaire, par exemple, a véhiculées. Vous parlez de mort. Alors, je parlerai de mort ici, mais en tout cas, moi je parle de présence. C'est beaucoup plus simple. Oui, alors j'ai lu le livre de Grégory de Laplace, et j'aimerais bien aussi aller le rencontrer. Il vous recevra certainement gentiment. Grégory de Laplace, c'est un anthropologue qui a travaillé sur une société qui enquête... Chez les Mongols. Donc il a travaillé notamment sur quantité de questions, mais notamment sur le rapport aux morts en Mongolie. Mais il a des tas de choses à dire sur cette question. Et puis dernièrement, il a fait une magnifique recherche sur les enquêtes qu'ont menées les sociétés de recherche psychiste en Angleterre à propos de maisons hantées. Ce que vous me disiez tout à l'heure, ça m'appelle deux réflexions. Quand on parlait d'Hélène Rose, cette victime, ça me faisait penser à la malmort. Oui, la malmort, mais c'est un truc qui est assez connu, c'est de dire que si quelqu'un meurt de mort violente, ou dans certains cas de figure, et dans de nombreuses cultures aussi, il n'y a pas de sépulture décente, ou c'est les rituels. Donc en général, c'est mort violente qui s'est très mal passée, mais ça fabrique des fantômes. C'est ce qu'on dit, qui fabrique des fantômes, et des fantômes qui reviennent pour demander que quelque chose soit fait, que justice soit rétablie, pour demander des comptes, etc. Ce sont des fantômes remuants, et ce n'est pas des fantômes très... je vais dire, avec lesquels on négocie facilement. Mais il y a aussi tous ces fantômes qui se plaignent de n'avoir pas été correctement enterrés ou dont on a perdu le corps et des choses comme ça. Donc on est un peu dans un registre où ce sont des êtres en attente de qualification, dont à un moment donné la qualification va être, ça doit être un fantôme qui réclame. Et à partir du moment où on met cette qualification-là, on sait qu'il y a des choses à faire. D'accord. Et la deuxième chose, c'est que moi, quelque part, mon podcast est un polar. C'est avant tout pour moi une expérimentation narrative. Et en tout cas, souvent, et c'est vous qui le dites aussi, hein, dans les séries ou dans la littérature, dans les polars, souvent les morts reviennent pour justement résoudre l'énigme, retrouver l'assassin, tout ça. Ouais, mais ça, c'est caractéristique aussi du croisement entre notre intérêt pour les faire revenir et les questions de la justice. C'est qu'un mort qui est... c'est un mal mort, qui a été tué et dont l'assassin n'a pas été puni, ça pose des questions de justice. Mais des questions de justice, il faut quand même bien le dire aussi, dont on trouve des origines historiques. Alors je ne suis pas une bonne historienne, je ne suis pas historienne du tout. Mais par exemple, le fait de punir, c'était surtout une façon, à un moment donné, de faire cesser la surenchère de vengeance. C'est si vous punissez l'assassin, ça veut dire que la famille de la victime ne va pas elle-même se jeter sur la famille de l'assassin pour reperpétrer une série de meurtres qui vont entraîner une série de meurtres suivantes. Enfin, on est dans les histoires aussi de la mafia telles que décrites dans Le Parrain, par exemple. C'est qu'un crime entraîne forcément. Et donc l'intervention de la justice, c'est une intervention pas seulement de rétablir la justice et de dire c'est la personne du roi qui est atteinte s'il y a un crime, ou c'est l'État qui est atteint s'il y a un crime, ou c'est l'ordre qui est atteint s'il y a un crime. C'est aussi de se dire on doit arrêter le cycle infernal des vengeances. Et donc punir un assassin, c'est arrêter le cycle infernal des vengeances. Ça, c'est une première chose, avec laquelle le mort n'a finalement pas grand-chose à faire. Donc c'est pas seulement rétablir la justice à son égard, c'est surtout remettre de l'ordre et empêcher la perpétuation du désordre. Et donc il est intéressant aussi de penser à ce moment-là qu'il y a une autre fonction au fait de punir l'assassin et de faire toute cette enquête, c'est-à-dire remettre ce morceau de biographie qui manque, d'une certaine manière, et faire revenir le mort parmi les vivants, c'est-à-dire ne plus le définir seulement par sa mort, c'est-à-dire le faire revenir dans un processus de vie, pour dire il ne faut pas que sa vie se résume à cet assassinat, alors qu'il y a toute une vie avant, et c'est cette vie-là que je voudrais retrouver.
Alors, ça me fait penser que c'est ma dernière question. J'ai contacté la petite fille de la victime m'a contacté, Catherine, et elle voulait pas que je la rencontre parce qu'elle a une vie très difficile. Elle était à l'hôpital et elle m'a dit posez-moi des questions par email et je vous répondrai. Je lui ai posé, on a correspondu pendant 2 semaines par email. Bon, elle m'a raconté à quel point sa vie et la vie de sa famille avait été un désastre après le meurtre et que personne n'avait vraiment réussi à vivre sa vie, etc. Et la dernière question que je lui ai posée, c'est si sa grand-mère croyait aux fantômes. Et je vais vous montrer ce qu'elle m'a répondu. Voilà, elle me répond que elle ne sait pas si sa grand-mère croyait aux fantômes, etc. Elle dit, en tout cas, après ma mort, j'aimerais en devenir un de fantômes. C'est beaucoup plus rassurant que de croire qu'après la mort, il n'y a plus rien, le vide et le néant. Je ne suis pas croyante et ne crois donc pas à l'enfer ou au paradis. Cordialement, Catherine. C'est très joli ça, c'est souhaiter devenir un fantôme, c'est-à-dire souhaiter continuer à rester avec ceux qu'on aime, parce que c'est ça la différence entre les fantômes et l'idéal éventuel d'enfer, de paradis, etc. C'est que le fantôme, il reste parmi les vivants, donc c'est une façon de dire j'ai pas envie de quitter cette terre, j'ai pas envie de quitter ceux que j'aime, j'ai envie de rester avec tout le monde et continuer à participer à ce monde-là, c'est ça, je crois. C'est tout sauf le monde des chrétiens qui est un monde ailleurs. Au-delà. Non, c'est vraiment rester ici, c'est dire son attachement à la vie ici. C'est quoi la mort pour vous? Je sais pas. Et la vie? Désolé pour ces questions. Non, moi j'ai une définition de la biologie, de la vie, moi qui m'intéresse, parce que c'est une des plus jolies définitions de ce que c'est que la vie. C'est la biologiste Lynn Margulis et son fils Dorian Sagan qui disent la vie, c'est la matière devenue folle. Je trouve que c'est magnifique, la matière devenue folle. Mais c'est parce que moi je vois la vie, je suis pas quelqu'un, j'ai aucun goût pour les abstractions. Donc moi si vous me dites la vie c'est quoi, je pense c'est quoi les vies? C'est quoi la vie d'un oiseau? Un oiseau c'est de la matière devenue folle, regardez-le. La vie d'un chien c'est de la matière devenue folle, regardez-moi c'est compliqué quoi, ça ronfle, ça a des poils blancs que ça perd partout, ça aboie. Ça fait des choses que les autres aides ne font pas. Je veux dire, toute cette espèce de sentiment d'un expérimentateur fou qui aurait essayé tout ce qu'il est possible d'essayer dans une espèce de liberté créatrice. Voilà, c'est ça. Donc la vie, je reprends la définition de Lynn Margulis, qui est une définition biologique, parce que ça me permet de désabstractiser quelque chose qui fait de très bonnes dissertations de philosophie, mais qui ne fera jamais rien de bon dans ma bouche. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais vous laisser travailler. Oui. Vous travaillez sur quoi en ce moment? Là, vous préparez une conférence, mais sur quel sujet vous travaillez en ce moment? Sur rien du tout. Je travaille à essayer de rester vivante, pour tout vous dire, tellement je suis fatiguée, occupée, surchargée. Comment on fait pour rester vivant? Mais pour moi, c'est difficile de rester vivante pour le moment, parce que je suis surchargée de travail, que donc tout ce qui me donne du plaisir, etc., est difficile à négocier entre des heures de sommeil trop partielles. Et des choses que je devrais faire pour du plaisir trop peu présentes parce que j'ai pas le temps. Donc pour le moment, c'est une lutte simplement d'arriver à dormir assez, donc c'est vraiment ça. Et de ne pas me faire renverser par une voiture parce que je suis tellement fatiguée que je risque d'être distraite. Mais à partir de la semaine prochaine où je reprends un peu de temps, rester vivante, ce sera simplement me remettre à faire de la recherche comme j'aime en faire. C'est-à-dire lire sur l'histoire des animaux, lire pour le moment sur les ralentissements des chants des oiseaux. Je trouve que c'est passionnant ce qu'on découvre en ralentissant les chants des grillons, des oiseaux, etc. Et faire ça dans la plus grande joie parce que je ne sais pas à quoi ça va servir. C'est une de mes rares périodes de recherche, ça ne m'est plus arrivé depuis longtemps, où je vais simplement fouiller, chercher, suivre des lignes d'intuition en ne sachant pas du tout ce que ça va produire. C'est pas du tout pour un projet, c'est juste j'ai envie de me renourrir. Et ces choses-là sont de tellement bonne nourriture pour de la pensée, le chant des grillons, le chant des oiseaux, les ralentissements, le travail des bioacousticiens, etc., que je pense que ça va me remettre en forme. Voilà. Merci infiniment, je suis très content. Donc je vais suivre vos conseils, je vais retourner voir Irène Mirail. Oui, je pense que c'est une bonne chose. Et Grégory de la Place. Oui, très bien. Grégory, vous le saluerez pour moi. Merci beaucoup. Je vous accompagne en bas? Oui. Madame Alba, elle va descendre avec nous, je suis sûre. Au revoir Alba. Quand je vous posais la question de rester vivante, vous la regardiez. Ah oui, c'est possible. Elle m'a rudement bien aidée, parce que c'est une chaîne qui m'a obligée à reprendre contact avec certaines formes de réalité que j'avais tendance à négliger. J'acceptais tellement de choses que je faisais, que j'étais tout le temps sur des voyages.
Et maintenant, chaque fois que j'accepte quelque chose, je dois me poser la question, Alba, on en fait quoi? Ce qui ralentit très fort les rythmes. Et puis maintenant, elle m'oblige à aller tous les jours, presque tous les jours, marcher 1 heure, calmement. Rebonjour. Qu'est-ce que vous cuisinez? Un bouillon. C'est mon mari, Jean-Marie. Le docteur. Le docteur, oui. Oui, le docteur. Au revoir. Au revoir. À bientôt, j'espère. Tenez-moi au courant. Oui, ça marche. Bon courage pour la conférence. Merci, au À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bon, je quitte l'impasse de l'Ange avec l'impression d'avoir pris un peu de hauteur et de joie aussi. Parce que je trouve que Vinciane Després nous invite à penser différemment et à jouer avec ce qui nous arrive et ce qui se présente à nous. Et elle m'a aussi donné 2 missions. Revoir Irène Mirail et rencontrer Grégory Delaplace qui a enquêté sur les maisons hantées. J'ai quelques heures à tuer maintenant à Liège et ensuite je rentre à Paris. À suivre. Merci à Vinciane Després. Et France Gall. Je vous recommande la lecture de tous ses livres, et en particulier Au bonheur des morts, récit de ceux qui restent, aux éditions de la Découverte. Merci également à tous ceux qui financent ce travail sur Patreon. Ils pourront écouter un nouveau complément d'Anti-Enquête dimanche prochain sur patreon.com/cerno. patreon.com/cerno. Quant à tous les autres, de plus en plus nombreux apparemment, puisque Cerno a franchi la barre des 3 millions d'écoutes, merci à vous et rendez-vous dans 15 jours pour l'épisode 91. D'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.